Mon père m'a regardé dans les yeux et a dit, nous nous y prendrons autrement, après que j'ai refusé de céder ma maison à mon frère. Alors, je lui ai répondu, ce sera la dernière stupidité que tu feras pour ton incapable de fils. En grandissant, mon frère Isaac, 31 ans, a toujours été l'enfant chéri. Et je ne parle pas d'un léger favoritisme. Je parle d'un traitement total, du genre cet enfant ne peut rien faire de mal. C'était ridicule. Mes parents, ma mère, 56 ans, et mon père, 59 ans, se pliaient en quatre pour lui faciliter la vie, tandis que je devais travailler dur pour obtenir la moindre chose. Quand Isaac a raté ses études universitaires, ce n'était pas grave. Maman et papa ont simplement payé pour qu'il aille dans une autre école. Quand il a détruit sa voiture en conduisant comme un idiot, ils lui en ont acheté une nouvelle, la semaine suivante. Pendant ce temps, je devais obtenir des A partout, juste pour arracher un timide, bon travail, de leur part. Si j'obtenais un B+, c'était comme si j'avais commis un crime. Le 2 poids 2 mesures était si évident, que même notre famille élargie en faisait la remarque pendant les fêtes. Cela ne faisait que mettre mes parents sur la défensive, et ils trouvaient le moyen de m'accuser de créer des drames. Un grand classique. Après l'université, que j'ai payé grâce à des bourses et des prêts, soit dit en passant, Isaac a épousé Nora, 30 ans, son amour de lycée. Elle est taillée dans la même étoffe que lui. Elle s'attend à ce que tout lui soit servi sur un plateau d'argent, et pète les plombs quand les choses ne se passent pas exactement comme elle le souhaite. En ce sens, ils sont vraiment parfaits l'un pour l'autre. Ils ont 2 enfants maintenant. Ne vous méprenez pas, ma nièce et mon neveu sont des enfants super, mais ils sont devenus l'excuse ultime pour que mes parents continuent de déverser leurs ressources dans la vie d'Isaac. Ils en ont besoin pour les enfants, est devenu la réponse par défaut, chaque fois que je soulignais l'inégalité. Le sommet de leur sentiment de supériorité a été atteint lorsqu'ils ont acheté cette immense maison, dans l'un de ces lotissements préfabriqués. Beaucoup trop grande, beaucoup trop chère, et bien au-delà de ce qu'ils pouvaient réellement s'offrir. En gros, ils étaient littéralement à un salaire raté du désastre financier complet. Mais bien sûr, tout cela n'était que pour la frime. Isaac et Nora se sont toujours souciés davantage des apparences, que de la stabilité financière. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement minable avec 2 colocataires, économisant chaque centime que je pouvais. Je faisais ce boulot dans la finance, qui me broyait l'âme. Ça payait bien, mais je travaillais plus de 60 heures par semaine. Je rentrais chez moi complètement vidé, je mangeais des nouilles instantanées bon marché, et je m'effondrais de fatigue, juste pour tout recommencer le lendemain. Pendant 3 années entières, j'ai vécu comme un ermite. J'ai arrêté de sortir avec des amis, je n'ai pas eu beaucoup de rencarts, je conduisais la même Toyota cabossée que j'avais depuis l'université, et, en gros, je me suis refusé le moindre petit luxe. Mes collègues pensaient que j'étais bizarre, parce que j'apportais le même sandwich au beurre de cacahuète pour le déjeuner tous les jours, au lieu de commander à emporter comme tout le monde. Mais j'avais un but. Je voulais acheter mon propre logement. Pas louer, posséder. Et pas n'importe quel endroit, mais quelque chose de décent, dans un quartier où je n'aurais pas à craindre que ma voiture soit fracturée une semaine sur 2. Quand j'ai atteint mon objectif d'épargne après ces 3 années brutales, j'ai commencé à chercher une maison. J'ai trouvé cette modeste maison de 3 chambres, avec un jardin correct, dans un quartier convenable. Rien de luxueux, juste une construction solide dans un coin calme, avec de bonnes écoles à proximité. Non pas que j'ai des enfants, mais c'est bon pour la valeur de revente. Les anciens propriétaires l'avaient bien entretenue, et elle n'avait besoin que de quelques retouches esthétiques mineures. Pendant tout le processus, mes parents n'ont jamais proposé leur aide. Pas un centime. Ils n'ont jamais proposé de se porter garant, même si mon crédit était correct, mais pas exceptionnel. Ils ne sont même pas venus visiter les maisons potentielles avec moi, quand je le leur ai demandé. Mon père s'est contenté de dire, les maisons sont des gouffres financiers, et il est retourné regarder la télé. Quand j'ai finalement signé pour la maison il y a 3 ans, j'étais tellement fier de moi. Comme si j'avais accompli cette chose énorme, complètement par moi-même. J'ai invité ma famille pour une petite pendaison de crémaillère, pensant que peut-être, ils reconnaîtraient enfin ma réussite. Au lieu de cela, mon père est entré, a immédiatement pointé du doigt une petite fissure dans la cloison près de la porte, et m'a demandé si j'avais fait vérifier les fondations. Ma mère n'a même pas dit félicitations, avant de demander quand la chambre d'amis serait prête pour leur visite. Et Isaac. Il a regardé autour de lui et a dit, c'est douillet.
sur ce ton qui signifiait clairement un petit. Mais peu importe. Cet endroit était à moi, et j'en étais ravi. J'ai passé mes week-ends à réparer des choses, à peindre des pièces, à apprendre à remplacer un broyeur à ordures grâce à des vidéos YouTube. J'ai construit moi-même une petite terrasse dans le jardin, l'été dernier. La maison est devenue mon projet, mon sanctuaire. Pendant ce temps, Isaac et Nora galéraient avec leurs prêts hypothécaires, mais continuaient à sauver les apparences. Ils organisaient ces somptueux barbecues, et achetaient de nouveaux meubles qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mes parents les sortaient du pétrin dès que les choses se corsaient, ils payaient leur assurance auto pendant quelques mois, ou leur prêtaient de l'argent qui n'était jamais remboursé. J'allais au dîner de famille et je les écoutais tous parler des perspectives d'emploi d'Isaac, ou des activités des enfants, pendant que personne ne prenait la peine de me demander des nouvelles de ma promotion, ou de la rénovation de la cuisine que je venais de terminer. La dynamique familiale classique, qui n'avait jamais changé. Voilà où en étaient les choses jusqu'à il y a quelques mois. Moi et ma modeste maison pour laquelle j'avais trimé comme un fou, et Isaac vivant au-dessus de ses moyens, avec le soutien constant de mes parents. Puis, Isaac a perdu son emploi. Il travaillait comme directeur des ventes, gagnant un salaire décent, mais insuffisant pour leur train de vie. Selon lui, l'entreprise se restructurait, et tout son département avait été supprimé. Selon un de mes potes qui y travaille aussi, Isaac était sur la sellette depuis des mois, à cause d'objectifs non atteints et de retards répétés. Quoi qu'il en soit, soudainement, il ne pouvait plus payer son hypothèque. Ils ont raté un mois, puis un autre. Mes parents ont aidé un peu, mais il est devenu clair que même eux ne pouvaient pas suivre les énormes paiements de la maison d'Isaac, en plus de toutes leurs autres factures. Après 3 mois de paiement manqués, la saisie immobilière semblait inévitable. Isaac et Nora paniquaient, mais refusaient toujours d'envisager de prendre plus petit ou de vendre, avant que les choses n'empirent. Ils s'attendaient à ce qu'un miracle les sauve de leurs propres mauvaises décisions. Et c'est là que mes parents ont concocté leur plan, où les choses sont passées des conneries familiales habituelles, à la folie absolue. Il y a environ 2 mois, mes parents m'ont appelé, et m'ont invité à dîner un mardi soir. Nous faisons des dîners de famille toutes les quelques semaines, généralement quand ma mère décide qu'elle n'a pas critiqué mes choix de vie en personne, depuis trop longtemps. Je me suis dit que ce serait la routine habituelle. En arrivant, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ma mère avait préparé mon plat préféré, ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle veut quelque chose. Mon père était étrangement gentil, me posant des questions sur mon travail au lieu de simplement hocher la tête. Isaac et Nora ont fini par arriver. Ils avaient l'air stressés, mais essayaient de le cacher. Nous avions à peine commencé à manger quand mon père s'est éclairci la gorge, puis a lâché la bombe. Il a dit que puisqu'Isaac avait des enfants et moi non, je devrais lui donner ma maison, parce que c'était logique. J'ai littéralement arrêté de mâcher, la nourriture stagnant dans ma bouche. Pendant que j'essayais de digérer ce que je venais putain d'entendre, ma mère m'a fait ce sourire. Si vous avez une mère manipulatrice, vous savez de quel sourire je parle. Tu pourras toujours acheter une autre maison, mon chéri. Tu es jeune et tu n'as pas de famille dont tu dois te soucier. Pense aux enfants. Vous voulez que je leur donne simplement ma maison. Mon père a haussé les épaules, comme s'il me demandait de prêter 5 balles à Isaac. Pas si on pouvait trouver un autre arrangement. Mais ils ont besoin d'un endroit stable, et comme tu es seul, ce serait la bonne chose à faire. Mon cerveau était sérieusement en train de court-circuiter, à ce stade. J'ai regardé Isaac et Nora, qui fixaient leurs assiettes sans établir de contact visuel. Ils étaient clairement dans le coup pour tout ce plan. J'ai dévisagé mes parents, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Ces gens m'avaient élevé, et ils étaient assis là, le visage impassible, à me demander de céder ma maison. La chose pour laquelle j'avais sacrifié des années de ma vie, à mon frère qui n'avait jamais travaillé pour rien obtenir de la sienne. J'ai juste dit non. Aussi simple que ça. La température de la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Le sourire de ma mère s'est évanoui. L'expression de mon père s'est durcie. Isaac et Nora ont échangé un regard qui tenait à la fois de la panique et de la colère. Ma mère a pris une gorgée d'eau, puis a dit calmement qu'il s'y prendrait autrement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Mon père a balayé ma question d'un geste dédaigneux de la main. Oublie ça. Réfléchis-y, c'est tout. Je suis parti peu de temps après, avec l'impression de venir d'être menacé par mes propres parents. En rentrant chez moi,
j'ai vérifié par 2 fois que tous mes documents importants étaient dans mon coffre-fort ignifuge, et non chez mes parents. J'avais ce sentiment paranoïaque qu'il pourrait tenter quelque chose, ce qui semblait fou à l'époque. Il s'avère que ma paranoïa n'était pas encore assez paranoïaque. J'ai envoyé un texto à mon pote Yann, qui a toujours été mon confident pour les histoires de famille. Je lui ai fait un résumé rapide de ce qui s'était passé, et je lui ai demandé si je devenais fou. Sa réponse, mec, ta famille est dingue. Change tes serrures. J'ai ri, pensant qu'il dramatisait. Mais ensuite, j'ai commencé à repenser à la menace bizarre de ma mère. Que entendait-elle par « nous nous y prendrons autrement » ? Ça sonnait vaguement de manière inquiétante, mais je me suis dit que c'était juste des tactiques de manipulation typiques. Une semaine après ce dîner effrayant, je me suis traîné au travail avec une allure misérable. Je n'avais pas bien dormi la nuit précédente. Mon collègue Ryan m'a jeté un coup d'œil, et a fait glisser son café sur le bureau, sans dire un mot. Un vrai geste de pote. J'essayais de me concentrer sur une feuille de calcul sur laquelle je travaillais, quand mon téléphone a sonné vers 10 heures du matin. J'ai vu que c'était ma banque qui appelait, ce qui était bizarre, car ils n'appellent jamais à moins d'un problème. J'ai décroché, et une femme s'est présentée comme étant Mélissa, du service des prêts hypothécaires. Elle a demandé si elle pouvait confirmer certains détails, concernant ma demande de refinancement de prêt hypothécaire. Je me suis redressé d'un coup sur ma chaise. Ma quoi ? Elle a expliqué qu'ils avaient reçu une demande ce matin-là, pour refinancer mon prêt hypothécaire. La demande avait été soumise sous mon nom, mais il y avait quelques incohérences dans les documents, qui avaient déclenché leur système de sécurité. Je lui ai dit tout de go que je n'avais jamais soumis de demande de refinancement. Mais alors, pas du tout. J'étais parfaitement satisfait de mon prêt actuel. Puis elle a dit, eh bien, quelqu'un l'a fait. Mon estomac s'est noué. Je lui ai immédiatement demandé de tout bloquer. De ne rien traiter. De ne rien approuver. Elle a dit qu'elle gèlerait la demande, en attendant les résultats de l'enquête. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale, j'ai filé du bureau, et j'ai conduit tout droit à la banque. Arrivé sur place, j'ai demandé à parler à quelqu'un du service des prêts, pour une suspicion de fraude. Un agent de crédit a affiché les documents sur son ordinateur. Quand il a tourné l'écran vers moi, j'ai littéralement eu la nausée. Elle était là. Une demande complète de refinancement hypothécaire à mon nom. Toutes mes informations personnelles y figuraient, numéro de sécurité sociale, date de naissance, détail des revenus. Mais le coup de grâce, le nouveau prêt hypothécaire serait à la fois à mon nom, et à celui de mes parents, en tant que copropriétaire. Ils avaient essayé de falsifier ma signature. Ils avaient utilisé de vieux documents m'appartenant, des trucs que j'avais laissés chez eux il y a des années, après l'université, comme modèle pour remplir la demande. L'agent de crédit a montré où le système avait signalé la demande, des signatures qui ne correspondaient pas, et une mauvaise adresse email. Si la sécurité de la banque n'avait pas détecté ces problèmes, et n'avait pas appelé pour vérifier, mes parents auraient pu réussir leur coup. Ils auraient pris le contrôle de mon prêt hypothécaire, et m'auraient essentiellement volé ma maison. J'étais au-delà de la fureur. J'ai demandé des copies imprimées de tous les documents frauduleux, et je leur ai fait noter dans leur système que je n'avais rien autorisé de tout cela. Là, en plein milieu de la banque, j'ai appelé ma mère en haut-parleur, pour que l'agent de crédit puisse être témoin. Quand elle a décroché, je suis allé droit au but. Vous avez essayé de voler ma maison. Il y a eu un bref silence. Et ensuite, écoutez bien ça, elle n'a même pas nié. Elle a juste dit, oh, ne fais pas un tel drame. Un drame ? Tu as commis une fraude. C'est illégal. Du genre illégal qui t'envoie en prison. Oh, détends-toi. Nous essayons juste d'aider. Si tu avais accepté dès le départ, cela n'aurait pas été nécessaire. Je vais signaler ça. Sa voix est devenue glaciale. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et me suis tourné vers l'agent de crédit. À qui dois-je m'adresser pour porter plainte ? Il m'a dirigé vers le service des fraudes de la banque. Ils m'ont expliqué que je devrais déposer une main courante à la police, et potentiellement faire appel à un avocat. En sortant de la banque, j'ai rappelé mon pote Yann. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il est passé de « ta famille est dingue » à « putain mec, prends un avocat tout de suite ». Il m'a recommandé son cousin, qui est avocat. J'essayais encore d'assimiler tout ça.
Sur le trajet du retour, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos et des appels de mon père. Puis, Isaac s'est mis à appeler aussi. J'ai complètement éteint mon téléphone. Une fois rentré, j'ai prévenu mon travail que je serais malade le lendemain, et j'ai rencontré le cousin de Yann, un avocat nommé Derek. Je lui ai montré les documents falsifiés de la banque, puis je lui ai tout donné, les faux papiers, les dossiers de la banque, et même une déclaration de l'agent de crédit qui avait signalé la fraude. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Maman, papa, Isaac. Je les ai ignorés jusqu'à ce que mon père appelle pour la 3e fois. « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» a-t-il aboyé. « Ce que je fous ? Vous avez essayé de voler ma maison. » C'est un mot très fort. C'est le mot juste. Fraude est aussi un bon mot. Vol d'identité, ça marche aussi. Écoute, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu peux laisser tomber toutes ces absurdités judiciaires, et on oubliera que c'est jamais arrivé. Tu réagis de manière excessive. On est une famille. La famille s'entraide. La famille ne commet pas de fraude. Il est resté silencieux un instant. Puis, son ton est devenu menaçant. Si tu amènes ça devant un tribunal, ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne. Tu couperas les ponts avec cette famille pour toujours. Je crois que c'est vous qui avez déjà fait ça, quand vous avez essayé de me voler, ai-je dit, avant de raccrocher. Je pensais que ça en resterait là, qu'ils réaliseraient qu'ils avaient merdé, qu'ils reculeraient, et peut-être même qu'ils s'excuseraient. Tu parles. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que ma maison avait été bombardée d'œufs. Et pas juste quelques éclaboussures. Toute ma porte d'entrée, mon garage, et même ma voiture étaient recouverts de jaunes d'œufs et de coquilles. J'ai vérifié mes caméras de sécurité. Et bien sûr, c'était Evan et Mara, les enfants d'Isaac, qui riaient aux éclats, pendant que ma mère se tenait à côté d'eux, en train de regarder. J'ai appelé la police et j'ai déposé une plainte. Les agents étaient compatissants, mais ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part une accusation de vandalisme. Puis, même pas 2 heures plus tard, l'électricité de ma maison a été coupée. J'ai vérifié les disjoncteurs, mais rien n'avait sauté. Quand je suis sorti, j'ai vu que le cadenas de mon panneau électrique avait été sectionné, et que l'interrupteur principal avait été éteint. La compagnie d'électricité a confirmé que quelqu'un l'avait trafiqué, et je savais exactement qui. Le lendemain matin, les œufs avaient séché avec la chaleur, et étaient pratiquement cimentés sur la peinture. J'ai passé 2 heures à essayer de nettoyer, avant d'abandonner et d'appeler un service de nettoyage mobile. Ça m'a coûté 200 €. Ensuite, j'ai rappelé Derek et je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé toutes les vidéos de sécurité. Il m'a conseillé d'obtenir une ordonnance d'éloignement. J'ai conduit tout droit à son bureau avec toutes mes preuves. Il a tout examiné, et a commencé à préparer les papiers immédiatement. J'ai passé la nuit chez Yann, juste pour faire une pause et arrêter de constamment regarder par-dessus mon épaule dans ma propre maison. Donc, après avoir passé la nuit chez Yann, je suis retourné chez moi le lendemain matin. Je m'attendais à moitié à trouver ma maison réduite en cendres, vu la façon dont les choses dégénéraient. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une pile de papier glissé sous ma porte d'entrée. On aurait dit qu'ils avaient été poussés par la fente de la boîte aux lettres pendant la nuit. À première vue, j'ai pensé que c'était une sorte de menace juridique de la part de mes parents. Mais en les feuilletant, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. C'étaient des dossiers médicaux, plus précisément des évaluations psychiatriques me concernant, datant de mon adolescence. Quand j'avais 16 ans, j'ai traversé une mauvaise passe. J'ai été pris avec de l'herbe au lycée, mes notes ont baissé, la rébellion adolescente habituelle. Rien de bien grave selon les normes normales, mais mes parents ont agi comme si j'étais sur la voie express pour la prison. Ils m'ont forcé à voir un psychiatre, qui a essentiellement validé le diagnostic que mes parents voulaient. Les papiers montraient un diagnostic de trouble oppositionnel avec provocation et de trouble des conduites. Ce qui, si vous vous y connaissez en diagnostic psychiatrique, sont fondamentalement des termes sophistiqués pour désigner un adolescent difficile qui n'obéit pas à l'autorité. L'évaluation contenait un tas de déclarations exagérées sur mon comportement, dont je suis presque sûr qu'elles venaient tout droit de mes parents. Il y avait un mot attaché, écrit avec l'écriture de ma mère, « Rappelle-toi qui tu es vraiment. Laisse tomber ces absurdités, ou nous montrerons ça à tout le monde, y compris à ton travail. » Donc maintenant, il menaçait d'essayer de ruiner ma réputation, et possiblement ma carrière,
en partageant des dossiers médicaux obsolètes datant de l'époque où j'étais mineur. Sympa. Une belle éducation. Ce soir-là, Derek m'a appelé. Il faut que tu viennes tout de suite. C'est important. Mon esprit a imaginé 1 million de scénarios. J'étais déjà épuisé par toutes ces conneries. Mais quand je suis arrivé, Derek m'attendait avec une bombe d'un tout autre genre. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Nous avons fait une vérification des antécédents de tes parents. Une procédure standard, puisque nous engageons des poursuites judiciaires. J'ai ouvert le dossier, et mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur se trouvait un casier judiciaire. C'est quoi ce bordel, ai-je demandé, essayant de comprendre. Derek m'a expliqué que mes parents avaient déjà fait ça auparavant. Mon père avait été arrêté dans les années 90 pour fraude fiscale. Et ma mère, elle, avait été surprise en train d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre, pour ouvrir des cartes de crédit. Je l'ai dévisagé, sans voix. Toute ma vie, j'avais considéré mes parents comme stricts, contrôlants, et injustes. Mais ça. C'était une information complètement nouvelle. Ça date d'il y a des années, a-t-il continué. Ils s'en sont tirés avec des amendes et une mise à l'épreuve. Mais compte tenu de ce qu'ils viennent d'essayer de faire avec ton prêt hypothécaire, cela montre un schéma récurrent. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mes parents étaient de véritables escrocs avec un casier judiciaire, et ils essayaient de monter la plus grosse arnaque de leur vie sur leur propre fils. Quel retournement de situation. J'ai continué à feuilleter les documents. Ce n'était pas juste un incident isolé pour chacun d'eux. Mon père avait eu de multiples problèmes fiscaux, dont une affaire où il avait déclaré des frais professionnels pour une entreprise qui n'existait pas. Ma mère avait été impliquée dans 3 affaires distinctes de vol d'identité, toutes commises sur des personnes de son cercle social. Comment ai-je pu ne jamais être au courant de ça? La plupart de ces affaires ont été réglées discrètement, a-t-il expliqué. Et elles se sont produites quand tu étais très jeune. La plus récente remonte à 15 ans. Ce qui correspondait à l'époque où j'avais 17 ans, juste au moment où ils me poussaient à postuler pour des universités. Soudainement, leur insistance pour que je ne postule qu'à des écoles locales prenait plus de sens. Ils ne pouvaient probablement pas quitter l'État, en raison des conditions de leur mise à l'épreuve. Qu'est-ce que cela signifie pour notre dossier, ai-je demandé. Ça signifie que nous avons la preuve que ce comportement fait partie d'un schéma, et non d'une simple erreur de jugement isolée. Cela renforce considérablement notre position. Il a tapoté les dossiers psychiatriques que j'avais apportés. Et ça. C'est clairement de l'intimidation de témoins. Nous pouvons ajouter cela au chef d'accusation. Toute mon enfance défilait devant mes yeux. Mais avec ce nouveau contexte, tout semblait différent. Il y a autre chose, a dit Derek, interrompant mes pensées. Nous avons reçu des réponses à nos assignations pour leurs dossiers financiers. Il a sorti un autre dossier. Tes parents sont noyés sous les dettes. Ils ont contracté de multiples prêts à des taux d'intérêt élevés, au cours des dernières années. Ils ont plafonné leurs cartes de crédit, contracté des 2e et 3e hypothèques sur leur maison. Et ont même emprunté sur leur police d'assurance vie. De quelle somme parle-t-on? Au moins 300 000 €, peut-être plus. Certains de ces prêts semblent provenir, disons, de prêteurs non traditionnels. Mais ils ont toujours semblé financièrement stables. Les criminels sont souvent très doués pour maintenir les apparences, a répondu Derek. Ça fait partie de l'arnaque. Je me suis effondré dans ma chaise, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Toute l'histoire de ma famille était un mensonge. Les parents qui m'avaient fait d'interminables leçons sur la responsabilité et l'honnêteté, étaient des escrocs, au sens le plus littéral du terme. Juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, Derek a continué, il y a encore une chose que tu dois savoir. Nous avons trouvé des irrégularités qui suggèrent qu'ils auraient pu utiliser ton identité pour autre chose que cette récente tentative d'hypothèque. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un prêt datant d'il y a 6 ans, qui portait mon nom, mais dont l'adresse indiquée était celle de la maison de mes parents. Il est possible qu'ils utilisent ton identité depuis des années. Il y a 6 ans, je venais tout juste de sortir de l'université. Je vivais dans un appartement pourri avec des colocataires, en enchaînant des boulots de premier niveau. J'étais fauché comme les blés, mais déterminé à m'en sortir par moi-même. Pendant ce temps, mes parents contractaient apparemment des prêts à mon nom. Pouvons-nous confirmer cela, ai-je demandé.
Derek a hoché la tête. J'ai déjà demandé les documents à la banque. Je devrais les avoir d'ici un jour ou deux. J'avais la nausée. S'ils avaient utilisé mon identité depuis des années, qui sait ce qu'il y avait d'autre en mon nom dans la nature? Des cartes de crédit, d'autres prêts, des dettes fiscales. Derek a établi un plan. Premièrement, geler mon crédit immédiatement, pour empêcher l'ouverture de nouveaux comptes. Deuxièmement, obtenir un rapport de crédit complet pour identifier tout élément suspect. Troisièmement, déposer une plainte à la police spécifiquement pour les allégations de vol d'identité. Quatrièmement, poursuivre la demande d'ordonnance d'éloignement, en raison de l'escalade du harcèlement. Et j'ai tout fait. Le soir venu, j'étais mentalement épuisé, mais j'avais franchi les premières étapes pour me protéger. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Yann assis dans sa voiture, devant ma maison. Il s'était inquiété quand je n'avais pas répondu à ses textos de toute la journée, et il était venu voir si j'allais bien. Je l'ai invité à entrer, et je lui ai fait un résumé de ce que j'avais appris. Sa réaction a été exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Un simple « putain ». Ensuite, il a commandé des pizzas, et nous avons regardé des films jusqu'à minuit, sans parler du tout de ma famille. Et cette nuit-là, j'ai reçu un texto de mon frère Isaac. Il faut qu'on parle. Rejoins-moi au Denny's sur Main Street. C'est à propos de maman et papa. J'étais méfiant, mais qu'est-ce qui pouvait être pire? Quand je me suis garé sur le parking du Denny's, la Subaru d'Isaac y était déjà. Le Denny's était presque vide, à 22h un mardi soir. Il était assis dans une cabine d'angle, et il avait l'air en piteux état. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Parce que si tu es ici pour me convaincre de retirer les plaintes ou de céder ma maison, tu perds ton temps, et le mien aussi. Ce n'est pas ça. Eh bien, pas exactement. Je ne savais pas qu'ils étaient allés jusqu'au bout, a-t-il dit doucement. Avec l'utilisation de ton nom pour des prêts. Ils en ont parlé il y a des années. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'exploiter toutes les ressources disponibles, ou une connerie du genre. Je croyais que c'était juste des paroles en l'air. Mon estomac s'est retourné. Donc, tu savais? Pas avec certitude, s'est-il défendu. Ils l'ont mentionné une ou deux fois. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. Quand je l'ai interpellé là-dessus, il a essayé de se défendre en disant qu'il ne m'avait pas pris d'argent personnellement. Je lui ai rappelé que cela ne l'avait pas empêché d'essayer de prendre ma maison. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Isaac avait l'air sincèrement effrayé, lorsqu'il m'a expliqué à quel point nos parents étaient dans le pétrin. Il s'avère que les dettes que mon avocat avait trouvées, n'étaient que la pointe de l'iceberg. Selon Isaac, nos parents devaient plus de 100 000 € à des usuriers. L'un d'eux avait même mentionné savoir où les enfants d'Isaac allaient à l'école. Leur combine avec la maison prenait soudain plus de sens. Ils n'essayaient pas seulement d'aider Isaac, ou d'être des abrutis contrôlants. Ils cherchaient désespérément une garantie, pour rembourser des gens dangereux. Ça ne rendait pas la chose acceptable, mais ça expliquait les mesures extrêmes. Puis, Isaac a lâché la vraie bombe. Nos parents avaient aussi contracté des prêts au nom de ses enfants. Ses propres enfants en bas âge. Ils avaient utilisé leur numéro de sécurité sociale pour créer des comptes de crédit, et contracter des prêts s'élevant à des milliers d'euros. Les enfants découvriraient probablement le désastre à l'âge de 18 ans, lorsqu'ils essaieraient d'obtenir des prêts étudiants ou des cartes de crédit. Quand j'ai demandé comment ils l'avaient découvert, Isaac a expliqué qu'il était tombé par hasard sur un dossier de documents d'identité, la semaine dernière, en cherchant des actes de naissance. Le dossier contenait les informations de tout le monde, les miennes, les siennes, celles des enfants, et même celles de membres de la famille élargie. Je lui ai posé des questions sur le vandalisme et les dommages matériels. Isaac a eu l'air sincèrement honteux. Il a avoué que c'était un plan stupide de notre mère. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû participer. Quand j'ai suggéré des solutions plus normales, comme vendre leur maison ou déclarer faillite, Isaac m'a expliqué que leur maison avait déjà 3 hypothèques, et que sa valeur était inférieure au près d'au moins 200 000 €. Et, que la faillite ne résoudrait pas le problème des usuriers. Bref, toute cette histoire était tellement pire que ce que j'avais imaginé. Quand j'ai demandé pourquoi Isaac me disait tout ça maintenant, il en est finalement venu au fait. Il voulait mon aide. Pas pour nos parents, mais pour ses enfants. Il avait besoin de trouver un moyen de réparer leur crédit, et d'effacer ses prêts frauduleux sans impliquer Nora. Si elle découvrait ce qui s'était passé, elle le quitterait presque certainement,
et prendrait les enfants. Une partie de moi avait envie de lui dire de se débrouiller tout seul. Il avait fait ses propres choix. Mais ses enfants étaient innocents. Ils étaient ma nièce et mon neveu, et il n'avait pas demandé à naître dans ce merdier. Je lui ai dit que je réfléchirais à l'aider pour la situation des enfants. Mais, j'ai bien précisé que je ne retirerais pas mes plaintes contre nos parents, et que je ne céderais pas ma maison. Il a semblé accepter que c'était juste. Avant que je ne parte, Isaac m'a prévenu que nos parents préparaient autre chose. Il n'en connaissait pas les détails. Il avait juste entendu notre mère au téléphone, parler d'une dernière option si tout le reste échouait. Super. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Derek dès que je suis arrivé chez moi, et je l'ai mis au courant de tout. Il m'a conseillé de documenter la conversation pendant qu'elle était fraîche dans mon esprit, et d'être extrêmement vigilant sur la sécurité. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'aiderais ma nièce et mon neveu, peu importe mes sentiments envers leurs parents. Ils méritaient un nouveau départ. Mais d'abord, je devais gérer la menace immédiate. Quoi que mes parents préparaient pour la suite. Et ce plan s'est révélé le lendemain même, menant à la confrontation finale qui a tout fait éclater. Donc, après cette rencontre avec Isaac, j'étais sur le qui-vive. Son avertissement concernant la fameuse dernière option de mes parents me rendait nerveux comme pas possible. J'ai installé une sonnette Ring le lendemain, et j'ai ajouté des lumières à détecteur de mouvement autour de la maison. J'avais probablement l'air de me préparer pour une apocalypse zombie, mais mieux valait prévenir que guérir. J'ai passé les 2 jours suivants à faire du télétravail. Rien ne s'est passé. Pas de voiture suspecte, pas de tentative de contact, rien. Le silence était presque pire que le harcèlement. Puis, le 3e jour, j'ai reçu un email de Derek. Il avait reçu les documents concernant le prêt contracté à mon nom, il y a 6 ans. Les preuves étaient accablantes. Ma signature falsifiée, mon numéro de sécurité sociale. Et, le produit du prêt avait été déposé directement sur le compte de mes parents. Il n'avait même pas essayé d'être discret. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est de voir que ma mère figurait comme co-signataire. Elle était entrée dans une banque en prétendant aider son fils à obtenir un prêt, sachant pertinemment qu'elle commettait une fraude. Derek m'a informé que nous avions désormais suffisamment de preuves, pour aller de l'avant avec des accusations formelles de vol d'identité et de fraude. Il avait préparé tous les documents. Il n'avait plus besoin que de mon approbation finale, pour tout déposer auprès de la police et du procureur. C'était le point de non-retour. Si je donnais le feu vert, mes parents iraient presque certainement en prison. Malgré tout ce qu'ils avaient fait, c'était encore une chose lourde à envisager. Mais, j'ai pensé à ma nièce et à mon neveu. De simples tout-petits dont les codes de crédit étaient déjà détruites, par leurs propres grands-parents. J'ai pensé aux 6 années de mensonges, à la tentative de vol de ma maison, au harcèlement. Faites-le, ai-je répondu. Vers 20h, juste au moment où la nuit tombait, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone, et j'ai vu la Lexus de mes parents. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai envoyé un texto à Derek, ils sont là, j'enregistre tout. Puis, j'ai activé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone, et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai ouvert la porte. Tu vas vraiment faire ça pour un malentendu, a craché ma mère. Un malentendu? Vous avez volé mon identité. Mon père s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Baisse d'un ton. Nous sommes toujours tes parents. Comment as-tu pu? De vrais parents ne volent pas leurs enfants, ai-je rétorqué. Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? En essayant de nous envoyer en prison. Te rends-tu seulement compte à quel point tu es devenu sans cœur? Vous ne m'avez rien donné, à part des problèmes de confiance et des factures de psy. Le visage de ma mère a viré au rouge. Mon père s'est précipité vers moi. Pile au bon moment, la sonnette a retenti. La police et un inspecteur de la brigade financière, contacté par Derek pour un contrôle de sécurité à 20h30 précise, étaient là. Ma mère est passée en mode innocence. Mais, l'inspecteur n'a pas mordu à l'hameçon. Mon père a carrément essayé de s'enfuir par la porte de derrière. Ils ont tous les deux été menottés, et on leur a lu leurs droits. Alors qu'ils étaient escortés à l'extérieur, ma mère a fait une dernière supplication désespérée. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. Tu l'as fait à toi-même.
Je les ai regardés être emmenés. Après leur départ, je me suis assis sur les marches du porche, soudainement épuisé. C'était fini. Mais, ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça sonnait juste horriblement creux. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Isaac. C'est fait? J'ai répondu, oui. Ils sont en garde à vue. 10 minutes plus tard, sa voiture s'est garée. Il est sorti en ayant l'air aussi vidé que je l'étais, et s'est assis à côté de moi sur les marches. Ça va, ai-je demandé. Il a lâché un rire amer. Non, pas vraiment. Moi non plus. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les lampadaires clignoter et s'allumer, alors qu'il faisait de plus en plus sombre. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il finalement demandé. Ils passeront en comparution demain. Il a hoché la tête. Et pour les enfants? Leur crédit. Nous devrons déposer des plaintes spécifiques pour l'utilisation de leur identité. Nora va le découvrir, probablement. L'affaire a avancé rapidement après ça. Les preuves étaient écrasantes. Mes parents ont essayé de se battre, bien sûr. Ils m'ont blâmé. Ils ont blâmé Isaac. Ils ont même blâmé la banque pour ne pas avoir détecté la fraude plus tôt. Rien de tout cela n'a fonctionné. Tous les deux ont été condamnés à de la prison. Des années, pas des mois. Ma mère a pris 3 ans. Mon père a pris 5 ans, à cause de ses condamnations antérieures, et parce qu'il a été considéré comme le cerveau de l'opération. Isaac a dû se battre pour effacer les noms de ses enfants de la dette frauduleuse. Mais grâce au dossier contre nos parents, il a réussi. Mon nom a également été blanchi, concernant ce vieux prêt. Nora l'a bien quitté. Elle a ramené les enfants chez ses parents, dans le Connecticut. Je ne peux pas dire que je la blâme. Elle autorise des visites sous surveillance, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à moi, j'ai gardé ma maison, j'ai installé un système de sécurité complet, et j'ai pris un chien. Un berger allemand nommé Rex, qui découragerait définitivement tout visiteur indésirable. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis leur condamnation. Je ne suis pas sûr de leur reparler un jour. Isaac et moi nous envoyons des textos de temps en temps, principalement pour des questions pratiques. Nous ne serons jamais proches, mais nous restons courtois. Il y a trop d'histoires, trop de dégâts, pour espérer quoi que ce soit de plus. J'ai toujours pensé que la famille était censée signifier quelque chose. Que, quoi qu'il arrive, vos parents vous soutiendraient. Mais les miens ne l'ont jamais fait. Ils ne me voyaient pas comme un fils. Ils me voyaient comme un investissement, une ressource à exploiter. Et quand j'ai refusé d'être utilisé, ils ont essayé de me détruire. Je ne regrette pas de les avoir dénoncés. Pas une seule seconde. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne se sont jamais comportés comme mes parents. Pas de la moindre façon qui compte. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas vraiment un conte familial qui fait chaud au cœur. Mais bon, au moins j'ai toujours ma maison et ma liberté. Ce qui, à la fin de la journée, est beaucoup plus important pour moi que